Rebonjour à tous. Pour ceux qui étaient là ce matin déjà dans la salle, on a beaucoup parlé décarbonation et on va continuer sur ce sujet en évoquant les relations entre les grands groupes et les startups. Alors, à l'heure où il est question d'accélérer sur la décarbonation, évidemment, ce type de collaboration, ça paraît idéal. Dans les faits, néanmoins, de tels déploiements sont assez difficiles à mettre en place. Donc, est-ce qu'il y a des écosystèmes dans lesquels c'est plus facile? Est-ce qu'on a identifié les freins qu'on pouvait lever pour faciliter les relations grands groupes start-up? On en parle avec nos invités qui, à nouveau, ne sont pas sous leur photo malgré mes recommandations pré-montées de scène, donc je vais vous les représenter. À mes côtés, Kevin Cardona, vous êtes directeur de l'innovation entrepreneuriale chez Léonard. Léonard, c'est l'incubateur du groupe Vinci. À vos côtés, Jean-Christophe Lambert, vous êtes cofondateur et CEO d'Ascendance Flight Technology. C'est une start-up qui innove dans l'aéronautique, notamment avec un avion hybride. On en parlera. Et Pierre Trémolière, enfin, vous êtes président d'Accenta, qui est une entreprise spécialisée dans la décarbonation des bâtiments. Bonjour à tous. Bonjour. Alors ma première question, elle est assez générale. On va évidemment pas décarboner toute l'industrie et toute l'économie française en 40 minutes. Donc on va se concentrer sur vos secteurs à chacun. Peut-être en quelques mots, juste nous replanter le décor de ce que signifie la décarbonation de vos activités respectives. On y va dans l'ordre. Bonjour à tous. Donc effectivement, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Le groupe Vinci étant actif sur la construction, les énergies et l'industrie, les infrastructures de mobilité. On entend principalement aéroports et autoroutes, et l'immobilier. Donc on va appeler ça le monde bâti. Donc on peut imaginer que l'éléphant dans la pièce, quand on parle de ça, c'est les structures, c'est le béton. Donc ça va être une des grosses priorités évidemment pour nous de décarboner ce matériau-là. Mais évidemment, l'ensemble de ce qu'on va mettre en œuvre, à la fois dans la rénovation et la maintenance de ces infrastructures ou de ce monde bâti, et évidemment dans la construction de la ville de demain et des infrastructures qui vont avec, et évidemment aussi les process qui vont avec la construction de cette ville de demain. Donc pour faire très simple, le monde de demain, ce sera toujours du béton et de l'électricité, mais le béton il va être bas carbone et l'électricité va être décarbonée. Aéronautique. Alors sur l'aéronautique, donc l'aéronautique représente à peu près 3% des émissions mondiales et 80% provient de l'opération lui-même des avions. Donc le gros enjeu, c'est de décarboner les avions en vol, l'énergie qu'ils consomment. Et pour décarboner ces avions, on a deux grands piliers, c'est diminuer l'énergie qu'ils demandent, donc c'est-à-dire que s'ils consomment 100 demain, il faudra qu'ils consomment 60 ou 50, et décarboner leur énergie. Et dans les énergies candidates, alors sur l'aspect gain d'énergie, on a aussi des ruptures d'architecture, de l'aérodynamique. Sur l'aspect énergétique, aujourd'hui, on a l'hybride, on a l'hydrogène et on a ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel qui sont prometteurs pour l'avenir. Vous êtes sur l'hybride. Alors nous, on est sur l'hybride, c'est-à-dire l'association d'une batterie qui principalement, en fait, le moteur d'un avion, il est 4 fois plus puissant au décollage que sur la croisière. Donc on vient combler avec de l'électrique ces phases de décollage, donc ce qui nous permet de sous-dimensionner le moteur pour la croisière. Et lors de la croisière, on peut soit utiliser du SAF, soit utiliser de l'hydrogène. Donc on est compatible de ces deux sources d'énergie. D'accord. Eh bien, nous, on s'est attaqué à la problématique de la carbonation des bâtiments. Donc, on ne le sait pas toujours, mais le bâtiment est responsable d'une très grosse quantité des émissions de CO2 annuelles de l'humanité. En fonction des pays, on va dire entre 25 et 30%. Une partie vient de la construction, et là, c'est les enjeux que les constructeurs de bâtiments gèrent. Et puis une partie vient dans la phase d'exploitation des bâtiments sur leur durée de vie. Et dans la phase d'exploitation, 75% des émissions de CO2 viennent du chauffage et de la climatisation. Et donc nous avons travaillé depuis 2016, d'abord un programme de recherche et maintenant une commercialisation qui s'accélère, d'une solution de chauffage et climatisation décarbonée pour complètement ou quasiment complètement décarboner cette fonction. Et on a développé une technologie qui s'appelle du géostockage. Et pour la caricaturer un peu, on va capturer la chaleur de l'été, la stocker dans le sol pour la déstocker en hiver et se substituer au gaz et au fioul. Et à l'inverse, on va capturer la chaleur le froid de l'hiver, le stocker dans le sol pour soit rafraîchir les bâtiments, soit améliorer les rendements de la climatisation. Et aujourd'hui, on a des technologies qui sont compétitives par rapport aux énergies fossiles et qui commencent à prendre une place certaine, y compris dans la stratégie de décarbonation de la France, où cette technologie, qui est une énergie locale, consommable et
que l'on peut produire à la maille du bâtiment, et au fond très très vertueux pour contribuer à décarboner le parc immobilier français. Alors justement, Pierre, dans cette idée de collaboration grand groupe start-up dont on va explorer un peu les différents formats, avant toute chose, grand groupe, plus petite entreprise, ça peut aussi être une relation client-fournisseur qui est ainsi que vous avez bâti votre business model en fait. Oui, alors nous, on ne s'adresse pas du tout aux particuliers. Notre cible de clients, pour des questions de taille de bâtiment et de points morts, c'est vraiment les grands groupes qui ont des très grands bâtiments. Donc on va s'adresser à tout le CAC 40, au S&P 500, bref, les plus grandes entreprises du monde. Et donc il a fallu qu'on apprenne à travailler avec eux. Et je dois vous dire, pour être honnête, que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'ils sont très grands et qu'ils ont des multiples problématiques à gérer. Et que la phase d'apprentissage, ne serait-ce que pour identifier leurs besoins, les faire exprimer leurs besoins et pouvoir y répondre, c'est vraiment extrêmement difficile et c'est l'enjeu d'une start-up qui travaille avec des grands groupes. Et on a appris en marchant. On a eu pas mal d'échecs parce que, comment dirais-je, on a mis du temps à comprendre qu'un interlocuteur, même très haut placé, n'a pas la science infuse sur ce qui est nécessaire pour son entreprise. Et que le boulot de la start-up, c'est d'écouter tous les profils de métier au sein d'un grand groupe pour faire une synthèse qui est acceptable sur l'ensemble des contraintes que gère ce grand groupe pour être successful. Et ça, c'est du temps. Donc mon retour d'expérience, c'est qu'il faut absolument travailler avec les grands groupes. On co-construit la réponse avec eux, mais ne pas croire qu'on va avoir un interlocuteur qui va nous amener son besoin et la réponse. Il faut vraiment réunir toutes les parties de l'entreprise pour être en capacité de répondre à leurs problématiques. Alors Léonard, vous avez eu envie en fait de résoudre un peu ce type de problème. Quand on a discuté en amont, vous m'avez dit nous on est un pont. Alors j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire qu'être un pont entre grands groupes et start-up, et surtout est-ce que ça fonctionne en fait? Alors merci, et merci Pierre, parce que c'est fort de ce constat que Léonard a été créé, effectivement. Parce que déjà, souvent on dit un grand groupe, mais la réalité, c'est que ce n'est pas une entreprise. Si je prends le cas de Vinci, c'est 4000 entreprises. Donc déjà, le go-to-market dans une fragmentation comme ça, elle est par nature compliquée. Par ailleurs, il y a une question d'ADN et de culture. Une très petite entreprise qui est une start-up, par définition, travailler avec la très grande entreprise, de fait, c'est pas la même agilité, c'est pas la même temporalité, c'est pas la même capacité de prise de décision. Voilà. Donc, pour tout ça, Léonard a été créé pour accompagner les start-up et les entreprises du groupe Vinci autour de 2 programmes. En gros, un premier programme à 2 niveaux de maturité en gros de la start-up, parce qu'on tient compte aussi du fait qu'une start-up qui vient de se créer, c'est pas la même chose qu'une start-up qui a 5 ans d'expérience comme Accenta. Donc on a un premier programme pour les start-up dits seed. Donc là, c'est des start-up qui sont post-prototype, pré-série A. Et là, on va les aider plutôt dans le go-to-market et dans le product market fit, parce que généralement, c'est des gens qui ont une belle innovation, souvent technologique ou parfois servicielle. Et du coup, on va intensifier l'exposition aux experts métiers qui vont leur permettre d'accélérer le go-to-market. Donc on parle d'accélération parce qu'effectivement, le temps, c'est probablement ce qui est le plus précieux pour une start-up, parce qu'on parle de runway, de cash burn, mais en réalité, c'est la traduction de leur capacité opérationnelle à vendre leurs produits. Donc notre job, c'est d'être un bon client. Un bon client, c'est quoi? C'est un client qui donne une réponse rapide. Et même si c'est non, vaut mieux un non rapide qu'un oui très long, parce que pour la start-up, c'est du cash burn. Donc ça, c'est le premier programme. Et le deuxième programme, c'est le programme qui s'appelle Catalyst, où là, pour le coup, c'est une équipe un peu de sales interne, de bizdev, qui connaissent parfaitement l'organisation et qui, alors on en voit 300, mais on n'en sélectionne que 10 pour qu'effectivement ce soit efficace. Cette équipe, c'est 3 personnes, par exemple, pour vous donner une idée. Donc c'est 3 personnes full-time pour que 10 startups seulement fassent plus 40% de leur chiffre d'affaires avec le groupe Vinci. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bien faire ce job, ça demande des ressources
côté grand groupe, dédiées à ça, qui connaissent les rouages et le service achat, le juridique, le légal, le patron, la politique, le machin, le truc, qui fait que ça devrait, moi ça m'attriste en fait quand j'entends ça, ça devrait pas être le job de la start-up de faire ça. Sauf que quand le corporate n'est pas structuré, n'est pas organisé pour ça, n'a pas compris que c'était bien ça l'enjeu en fait du travail grand groupe start-up, c'était moi je dis souvent on est l'huile qui ne se prend pas pour le rouage. Donc voilà, il faut de l'huile dans les rouages, quoi. Mais à la fin de la journée, c'est la start-up qui travaille avec l'opérationnel ou l'entité concernée. Mais nous, on est là pour faire en sorte que tout ça se parle et aille le plus vite possible, parce que à la fin de la journée, c'est le titre de cette conférence. Ce qui nous intéresse, c'est la décarbonation à l'échelle. Voilà, la hantise, c'est le cimetière de POC. On ne veut pas faire plein de POC dans des coins, on veut scaler de l'impact et massifier. Et c'est là où on a besoin de mécanismes comme Léonard pour le faire. Je voyais à vos côtés Jean-Christophe qui acquiesçait quand Pierre parlait des difficultés à travailler avec des grands groupes. Est-ce qu'il y a une sorte d'écosystème ou un pont un peu tel que Léonard qui existe dans l'aéronautique? Vous penchez plutôt du quel côté de vos voisins? Alors, de ponts comme Léonard, j'en connais pas. Je pense que aussi les startups dans l'aéronautique, c'est nouveau. Donc on est en train de défricher, d'apprendre. Je crois beaucoup à la collaboration avec les grands groupes. On a la particularité pour nous que les grands groupes sont des fournisseurs, des fois des partenaires en co-développement et des clients. Et on a certains grands groupes qui sont tellement énormes qu'ils sont les trois à la fois. Oui, je souriais parce que quelque chose que je viens de comprendre, c'est qu'à mon niveau, donc petit CEO d'une petite start-up, il faut que je m'interface à 4 niveaux dans un grand groupe. Donc je parle avec le CEO sur la stratégie long terme, l'exec VP sur l'intermédiaire, les feuilles de route, et aussi le VP pour le démarchage opérationnel. Donc moi, en termes de temps, c'est monstrueux et souvent je fais leur com interne pour s'assurer qu'ils s'alignent. Donc c'est pas si simple. Après, un deuxième frein aussi, je crois beaucoup à la co-création de valeur et je pense que c'est plus culturel et culturel français. C'est qu'on a une culture du grand groupe très très forte en France et on manque un peu de pragmatisme business. Et souvent on se confronte au not invented here, c'est-à-dire que tous les grands groupes ont l'habitude quand même d'avoir le monopole de l'innovation. Alors je parle pour l'aéronautique, hein, je connais pas très bien les autres secteurs, et que quand on arrive avec une possibilité d'aller plus vite, plus loin, on a un frein culturel parce que ça ne vient pas de l'interne. Il y a un peu une peur d'être dépossédé de son innovation, de sa capacité à faire, alors que souvent cette peur elle rejaillit d'un contexte local, hein. On regarde la France, mais finalement des fois la menace elle vient des États-Unis où il y a une culture beaucoup plus pragmatique et pratique, on voit des collaborations beaucoup plus poussées dans notre secteur, en tout cas entre les grands groupes et les startups. C'est en train de se faire, on a un écosystème notamment par le GIFAS qui est le groupement industriel français de l'aéronautique et de l'espace qui a créé un bureau dédié aux startups, ils avaient différents bureaux et donc ça se fait doucement, mais on a besoin d'aller plus loin et plus fort. C'est important, effectivement, cette idée de co-création de valeur et de voir que le not invented here, je retiens la formule. Pierre, est-ce que vous voyez ça, vous aussi, cette espèce de volonté de vous maintenir peut-être à l'écart ou de frein par rapport à une création de valeur commune avec des grands groupes? Non, franchement, il y a eu une révolution quand même mentale dans les grands groupes où moi j'ai rencontré des gens qui avaient envie de faire et qui étaient conscients qu'ils avaient besoin de l'agilité des startups pour faire le chemin. Donc on rencontre des gens qui ont envie, mais qui n'ont pas la notice pour savoir faire. Et je te rejoins vraiment sur aussi les interlocuteurs. Chacun à son niveau, il faut leur amener une réponse probante à leur niveau. Comme on a fait toutes les erreurs, je pourrais en parler très longtemps, mais par exemple, rentrer par le PDG, c'est super, on croit que toutes les portes vont être ouvertes, mais pas du tout. C'est utile, ça peut être très intéressant, ça ouvre certaines portes, mais le technicien tout en bas doit être aussi absolument embarqué, parce qu'au bout du compte, c'est lui qui fait. Donc il y a un apprentissage pour être en compréhension et co-construire avec tous les niveaux de l'entreprise qui sont absolument nécessaires. Et nous, en fait, on a changé beaucoup notre entreprise pour être en capacité de répondre à tous ces niveaux de contraintes dans les grands groupes. Au début, on était des technologues avec des ingénieurs d'intelligence artificielle
et on arrivait en disant voilà, on a la réponse pour décarboner. On nous a dit mais c'est super. Et donc on s'est dit bah, c'est formidable, ça y est, on a rencontré notre marché. Mais en fait, on était très très loin du compte parce que ce qu'ils avaient oublié de nous dire, c'est que c'était super de décarboner, mais il fallait absolument, mais alors absolument, que ce soit pas plus cher que le carboné. Et donc là, on perd un peu de temps, on retourne travailler pour revenir avec une copie. Regardez, je suis compétitif par rapport aux énergies fossiles. Et puis là, on comprend que ça ne suffit pas, parce que là, on demande beaucoup de CAPEX et on va vous diminuer énormément les OPEX. Et ça, dans notre structure de financement, ce n'est pas encore complètement digéré. Alors on repart travailler et puis on rechange notre business model, on devient financier d'infrastructure, on lève beaucoup d'argent, 120 millions, pour être capable de financer les chaufferies et climatisation bas carbone en lieu et place de nos clients. Et enfin, on trouve le modèle qui devient très digeste pour l'entreprise, qui peut réellement remplir ses objectifs, notamment de communication extra-bilancielle. Et eux aussi, ils ont fait beaucoup de chemin là-dessus. Et sans que ça déstabilise, entre guillemets, leurs habitudes d'investissement pour interne. Donc, pour comprendre tout ça, et eux, et nous, on a fait du chemin. Il faut avoir du temps. Oui. Donc, relation grand groupe start-up, on voit fournisseur de services et voilà, relation d'un type client et partenaire business. Évidemment, vous l'avez cité, il y a aussi tous les enjeux de financement. Vous, Kevin, comment est-ce que vous sélectionnez les start-up qui vous rejoignent? À quelle porte on tape chez vous si on veut être sélectionné? Et comment est-ce qu'on se présente, comme disait Pierre, si on a envie d'être soutenu? Alors déjà, il faut rentrer dans notre thèse d'investissement, entre guillemets. Donc il faut être soit dans la construction des infrastructures de mobilité, l'énergie et l'immobilier, et répondre à un des 4 grands challenges qu'on va essayer d'adresser, c'est-à-dire améliorer la productivité, l'environnement, c'est le carbone, mais pas que, c'est l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire, la sécurité et la compétitivité. Et ça nous fait une petite matrice comme ça, donc il faut être dans une de ces croisements, quoi, à minima. Et si possible, cross-secteur. Voilà, ça, c'est ce qu'on va regarder en premier. Deuxième truc, on va regarder la maturité. Donc on ne rentre pas au stade de l'idée. Par contre, à minima, un prototype, pré-série A ou post-série A. Évidemment, à des stages de maturité supérieure, c'est autre chose. Et derrière, du coup, en fait, nous, on va investir assez mécaniquement dans les startups qui vont rentrer dans le programme SEED, mais sous forme de BSA. Donc c'est vraiment un mécanisme... c'est pas vraiment un plat financier, c'est vraiment un enjeu de dire d'avoir un alignement d'intérêt et puis effectivement de mouiller le maillot entre guillemets pour vraiment essayer d'arriver à créer de la valeur. Et après, du coup, on va investir de façon très opportuniste. Donc dit autrement, on n'a pas de CVC, on n'a pas une enveloppe à déployer. Parce qu'on ne fait pas ça pour le financier, on fait ça plutôt pour le stratégique. Donc on va pouvoir aider un métier à investir dans un endroit, si vous voulez, la croissance historique d'un groupe comme Vinci, c'est plutôt de l'organique ou du M&A. Donc Léonard, ça peut être un outil pour essayer d'adresser ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire de l'investissement stratégique d'une entreprise qui va révolutionner une partie de notre chaîne de valeur. Par exemple, une entreprise qui réinvente la façon dont on fait des tunnels, ça nous intéresse parce que potentiellement c'est assez disruptif. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va potentiellement pouvoir aller ou d'autres types de business models. L'énergie as a service est un modèle très intéressant aussi. Donc voilà, pour des raisons stratégiques qu'on ne va pas faire en interne et pour lequel on ne va pas attendre le M&A non plus, on a la capacité de façon opportuniste d'aller investir. Alors Jean-Christophe, vous nous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'équivalent pour votre secteur de l'aéronautique de ce que fait Léonard. Donc vous, où est-ce que vous avez été chercher des fonds? On imagine que vous avez besoin de fonds parce qu'on est vraiment sur de la conception industrielle. Alors, on a été chercher sur des acteurs qui ont du temps long. En fait, l'industrie, c'est quand même du temps long, c'est des niveaux d'investissement et c'est une connaissance du secteur. Donc, on sait que notamment le milieu de VC, c'est hyper structuré sur le software. Donc, tout ce qui est très deep tech, c'est un gros sujet, notamment porté par la BPI et les startups industrielles. Ça commence. Je disais qu'en 2018, c'était un gros mot. Maintenant, c'est quelque chose quand même qui commence à se structurer. Et donc, en 2018, parce qu'on a commencé en 2018, on a été chercher des familles et quelques VC. Donc on s'est d'abord structuré, mais notre premier investisseur très structurant, ça a été
ça a été la famille Dassault, donc qui connaissait le secteur. Et après, on a des VC comme le fonds de Charles Beck-BDO, Dacia qui sont venus, et on a un support quand même de la BPI. Après, se pose quand même la question d'avoir des fonds qui sont appropriés, c'est-à-dire avec du temps long, des capacités d'investissement qui sont forcément plus grosses que le software, parce qu'on a des CAPEX, et puis aussi des capacités d'analyse. C'est-à-dire que quand on est Léonard, on a ces capacités inhérentes et en interne, et que je comprends qu'un investisseur, il ne peut pas aller sur du software, sur des biotech, sur de l'indus. Il faut créer une filière, je pense, d'investissement qui sera forcément plus resserrée, parce que c'est pas non plus c'est un marché de niche, je pense, aujourd'hui des startups, mais je pense que c'est important de créer cet écosystème. Et ça a été compliqué, vous, de les convaincre, ou ils sont venus assez naturellement parce que c'était leur aire de compétence? Je ne sais pas si ça existe des investisseurs. Il y a forcément un moment où il faut convaincre. C'est obligatoire et c'est sain, parce que sinon ce serait même pas, pas marrant. Mais je pense que les premières personnes, en fait, elles ont eu un intérêt pour le domaine. Je pense que c'est important, c'est-à-dire elles n'ont pas vu qu'un dossier financier. Et je pense que quand on est une climate tech, il y a aussi forcément une passion avec l'investisseur qui croit au projet, qui croit dans sa finalité. Donc c'est décarboné. J'aimais bien le cimetière de POC que tu mentionnais. Et puis au début, il croit aussi à l'équipe. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance d'avoir, avec mes 3 autres fondateurs, développé, je viens d'Airbus, donc je connais les deux mondes, le premier avion électrique qui a traversé la Manche en 2015. Donc on est venu avec une équipe qui avait déjà une certaine connaissance, et ça a dû rassurer. Mais voilà, je me dis que les gens qui n'avaient pas ce track record ont dû plus galérer, et c'est pas simple. Pierre, j'ai un peu la même question en fait. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez changé votre discours pour séduire les grands groupes, donc là dans une approche plus commerciale, dans votre approche levée de fonds, parce que vous avez aussi levé des fonds assez importants. Est-ce que vous avez changé votre discours? Vous l'avez adressé à qui? Vous les avez trouvés où, ces fonds? C'est pas que pour séduire, hein, c'est pour répondre à un besoin aux grands groupes. C'est-à-dire que nous n'avions pas compris leurs besoins en fait complètement quand on s'est lancé, et ils ne savaient pas eux-mêmes quels étaient leurs besoins. Donc on a fait du chemin. Sur le financement, nous on a commencé par vraiment des financements de R&D, puisqu'on a fait 3 ans de R&D avec des grands labos de Polytechnique, des mines et du BRGM. Et là, j'ai financé avec un peu des business angels venant plutôt de la tech, plus des subventions, parce qu'on est dans le meilleur pays pour innover, avec des programmes de subventions formidables venant de l'ADEME, de la BPI. Et ça nous a permis d'arriver quand même en sortant de labo avec une proposition de valeur qui valait quelque chose. Et ça, c'est quand même formidable déjà d'avoir ça. Et puis après, on a levé des fonds auprès de fonds tech, en l'occurrence Serena, sur du modèle très market, enfin, il y avait de l'intelligence artificielle, mais très SaaS, on va dire. Et on a compris que ça ne suffisait pas. Et donc, on est allé relever des fonds avec un industriel de l'énergie renouvelable, le groupe RN, qui avait fait des milliards avec de l'éolien et du photovoltaïque, et qui a percuté sur l'importance de ce qu'il appelle la nouvelle vague des ENR, les ENR thermiques, qui, il le dit pour nous soutenir et nous faire plaisir, mais il considère que c'est plus gros que les ENR électrogènes, et que ça va être la nouvelle phase des ENR à venir. Et donc là, on a eu un investisseur industriel qui est quand même indépendant, même s'ils ont des bilans en milliards, et qui nous a soutenus formidablement, et qui nous a quand même fait grandir sur le domaine de l'énergie. En gros, on venait quand même beaucoup de l'intelligence artificielle, et eux nous ont fait comprendre certaines réalités du monde de l'énergie. Donc notre financier nous a fait grandir. Et enfin, ensemble, on a cheminé vers du financement d'infrastructures. Et donc notre dernière levée, aidée quand même par la météo de la tech qui se cassait la figure. Donc tout ça est aussi... je réécris un peu l'histoire en disant que tout a été pensé. C'est aussi la météo qui nous guide. Mais il se trouve qu'au moment où la tech se cassait un peu la figure, les financiers d'infrastructures étaient en train de comprendre que l'avenir du financement d'infrastructures devait se verdir, et que pour se verdir, ils devaient ouvrir eux-mêmes leur stratégie de financement à des technologies qui permettent ce financement. Et donc on a levé beaucoup d'argent avec Siloé Infrastructure, qui est une filiale d'investissement du Crédit Mutuel, et ça nous a permis de construire ce que l'on est aujourd'hui.
et l'offre que l'on a d'énergie as a service venant d'une boîte tech intelligence artificielle, SaaS, EPC, donc le clé en main de la chaufferie bas carbone. On vend des mégawattheures d'énergie renouvelable, calorifrigorie décarbonée. C'est quand même marrant. C'est intéressant l'exemple que vous citiez là, de cet investisseur qui vous a aidé dans la transformation business. De vos témoignages respectifs, quel rôle peuvent avoir ces investisseurs, ou que vous pouvez jouer en tant qu'investisseur, dans adresser les grands groupes en tant que clients ? Commencer effectivement. Nous, on est l'archétype de ça parce qu'on investit des tout petits tickets. Donc clairement, notre valeur ajoutée, c'est pas des euros. Et par ailleurs, les startups viennent à Léonard de la même manière, pas forcément pour des euros, quand bien même on en aurait à proposer. En vrai, ils viennent pour de l'exposition aux experts du secteur et de la chaîne de valeur qui leur permet de gagner un temps fou dans la compréhension de là où ça crée le plus de valeur dans cette chaîne de valeur. Et c'est ça notre job en réalité, c'est d'accélérer les conditions de la scalabilité pour une start-up. Et par ailleurs, créer les conditions de confiance aussi, de discussion entre la start-up et les interlocuteurs du grand groupe qui sont pour certains ultra sollicités par justement les start-upers qui n'ont pas oublié de passer par la fenêtre et la cheminée évidemment avant qu'on discute. Donc l'un des enjeux aussi de ce genre de dispositif ou on va dire d'investisseurs au sens board member, de start-upers, toujours le conseil c'est de dire quand tu crées ta cap table, va pas juste chercher de l'argent, quoi. Réfléchis bien à qui sera. Ça s'appelle pas une cap table pour rien, quoi. C'est vraiment une table autour duquel des gens s'assoient tous les mois et discutent avec le fondateur. Donc si tu choisis mal ces personnes ou tu les choisis que pour de l'argent, la réalité opérationnelle va peut-être être compliquée. Donc vraiment, c'est très stratégique. Qui est-ce qu'on met autour d'une table pour la croissance future de l'entreprise? Donc c'est bien sûr de l'argent, mais pas que. Et donc nous, on essaie d'apporter aussi ce pas que. Voilà. Jean-Christophe ? Je rejoins le point parce qu'il y a souvent quand en plus on est fondateur, on est dans l'opérationnel et on a une réflexion stratégique et c'est dur d'avoir une réflexion stratégique avec soi-même, on fait beaucoup d'erreurs. Donc nous on avait formalisé un comité stratégique très tôt avec des membres de personnes qui venaient de différentes industries. Donc j'avais l'ancien CEO de Safran, j'avais un ancien membre de l'Excom de Renault parce que je voulais vraiment voir aussi une industrie qui s'est totalement transformée, ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui est en train d'arriver à l'aviation. Et donc j'ai aussi un ancien fondateur et CEO d'une société aéronautique, d'une start-up aéronautique qui a revendu plus de 200 millions sa société, donc a vécu toutes les phases de développement et d'autres sensibilités. Et en fait, ça m'a hyper structuré parce que, ça force tous les mois, tous les 2 mois, selon la fréquence, à poser une image. Et la synthèse, des fois, c'est extrêmement dur. Et 2, ça permet aussi d'avoir un retour et une réflexion stratégique et dédier un moment à cette réflexion. Donc je pense que l'entourage, et je te rejoins sur la cap table, est très important, d'aller chercher des investisseurs, mais des investisseurs avec qui on a un attitude personae quand même qui nous permettent d'avoir une ouverture, c'est-à-dire d'ouvrir nos problèmes, d'ouvrir nos questionnements, et d'avoir aussi un répondant en face aussi qui soit capable d'orienter et d'ouvrir en confiance. Parce que je pense qu'aussi le pire, c'est d'avoir un investisseur sur lequel on a peur d'être jugé de façon constante. Mais je pense que ce cercle de confiance, il est clé et c'est un accélérateur énorme pour la société. D'autant que vous disiez, alors je dévoile un peu le contenu de notre conversation de café Pilier de Bar tout à l'heure, que vous étiez 4 fondateurs et que vous aviez tous les 4 le même profil et qu'en fait vous étiez arrivés avec la même façon de présenter les choses, très ingénieur, et que c'était il y avait peut-être besoin d'un petit regard extérieur à un moment donné. Bah oui, parce qu'on est 4 ingénieurs qui avons travaillé chez Airbus, donc à un moment il faut prendre conscience qu'on a un passé commun. Donc il fallait vraiment diversifier les profils et s'entourer de profils qui aient des façons de voir différentes, des compétences différentes. Et c'est vrai à tout stade de la société. Et donc c'est pour ça que sur la compétence même aéronautique, j'ai pas pris quelqu'un d'Airbus, mais quelqu'un des moteurs qui viennent avec un regard très différent parce que ou de l'automobile, qui a un œil sur le design, sur l'industrialisation, sur les très différent, ou des personnes financières aussi qui connaissent pas forcément le secteur de l'aéronautique. Ça, je pense que la diversité de points de vue, parce que c'est un des grands apprentissages, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on est sorti d'Airbus, on pitchait la société comme on faisait une revue de programme chez Airbus, sauf qu'en face, on n'avait pas les directeurs d'Airbus
Airbus qui connaissait le business par cœur. Et je pense qu'on avait sous-estimé l'ampleur des sujets à prendre. Et là, il faut bien s'entourer, c'est-à-dire la communication, le financement, le recrutement. Tout ça, c'est pré-mâché chez Airbus. Et quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on s'ouvre à ça. Et donc voilà, donc l'entourage et la diversité de l'entourage, c'est très important. Pierre, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des effets de mode, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a quand même une météo, il y a des tendances. Est-ce qu'il y a des tendances dans les types de start-up que vous sélectionnez chez Léonard? Est-ce que vous avez changé? Il y a d'autres choses qui vous intéressent aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas celles d'il y a quelques années? Et vous, dans ce que vous ressentez au contact des investisseurs, est-ce qu'il y a aussi des tendances qui intéressent les investisseurs? Est-ce que vous intéressez, vous avez un peu répondu Pierre, mais des investisseurs différents hier, ou est-ce que vous pensez adresser d'autres types d'investisseurs demain par rapport à ce que vous sentez dans l'air du marché, vous côté start-up et vous côté investisseur? En gros, si on reprend le nom de notre table ronde, la mère de toutes les batailles, c'est quand même le changement climatique. Et soyons honnêtes, si on veut vraiment atteindre nos objectifs, le SaaS, c'est très bien, mais ça fait qu'un bout du chemin, quoi. Donc du coup, évidemment, le sujet, si on veut vraiment essayer de viser une forme de net zéro, même si c'est... Voilà, c'est de la deep tech, c'est du hardware, c'est des nouveaux matériaux, c'est des endroits dans lesquels le niveau d'échelle en termes d'impact va être largement décuplé. Donc en gros, la conviction, c'est de dire, jusque-là, on a eu effectivement une vague autour des SaaS, autour de la digitalisation, qui ont amélioré les process. Mais voilà, c'est le premier 20% d'efficacité, quoi. On doit maintenant aller tacler le 80% restant. Et là, il va falloir de la rupture, donc la rupture technologique dans les nouveaux matériaux. Si je prends un exemple, nous, on fait 10 millions de mètres cubes de béton par an. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Donc, on commence par ça et on essaye effectivement d'aller trouver toutes les solutions disponibles qu'on va monter en maturité, qu'on va essayer de scaler. Et de façon très agnostique, parce qu'on n'est pas verticalisé. Donc, encore une fois, on agrège toute cette chaîne de valeur et on va aller travailler avec toutes ces startups qui, à certains endroits, si on prend un mètre cube de béton, en gros, il y a du ciment, des granulats, de l'eau, du sable. On va attaquer et de l'acier. Et du coup, on va commencer par le ciment parce que c'est 96% des émissions de CO2. Et puis après, on va regarder le granulat et puis après, on va regarder l'acier qu'on va peut-être remplacer par autre chose demain, sur des technologies de type bois, polymère ou ce genre de choses. Donc là, on est sur de la deep tech pour aller vraiment chercher des facteurs d'impact qui sont bien supérieurs. Donc oui, c'est en train d'évoluer, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut tout l'écosystème autour, parce que de la deep tech, c'est de l'industrialisation, c'est des gros capex, c'est beaucoup plus long en termes de développement. C'est pas comme un algorithme qu'on déploie dans les ordinateurs de tout le monde. Donc la plateforme de scalabilité, c'est pour ça que je reprends cette expression de créer les conditions de la scalabilité, c'est ça aussi notre job. Je vais répondre aux deux questions pour arriver à la dernière question. Oui, la diversité des investisseurs et de leur profil est, à mon avis, vitale, parce que notre job actuellement, on est à un moment de la disruption qui a un mariage entre, on va dire, les technologies du digital, de l'intelligence artificielle et du hardware. Et pour faire ça, il faut qu'on mette des gens avec plein de compétences qui viennent de l'industrie et qui viennent du digital et qui viennent de l'intelligence artificielle. Et à mon board, c'est formidable parce que j'ai des cultures extrêmement différentes et il y a des moments où on a des incompréhensions collectives parce qu'on ne parle pas de la même chose. Mais on grandit ensemble en comprenant la spécialité de l'autre et par ricochet, ça fait grandir la boîte. Et résultat, maintenant, on peut regarder les financiers. Je pense qu'on arrive à un moment où, effectivement, on a adoré la montée en puissance du digital, de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on est en 1993 de l'Internet pour la décarbonation du monde. Et que donc, devant nous, et que l'amplitude que l'on va vivre dans la disruption d'un monde qui repose entièrement sur le carbone aujourd'hui à un monde qui doit être au maximum décarboné, va rebattre les cartes de l'activité humaine et du business de manière considérable, et que donc les financiers doivent changer leur logiciel pour apprendre ces nouveaux équilibres au croisement du hardware et du software. Et donc c'est pas les mêmes profils de risque, c'est pas les mêmes retours sur investissement, c'est pas les mêmes temps, mais c'est énorme parce que le monde va complètement changer. Et donc oui, on doit changer notre discours vis-à-vis d'eux, et eux doivent apprendre à nous analyser de différentes manières,
parce qu'on n'est plus du SaaS. Il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Jean-Christophe. Non, j'adhère. C'est vrai que des fois, quand on a des discussions avec des fonds impact qui disent on a fonds impact, mais on investit dans le software, j'ai toujours du mal à comprendre quand on voit l'origine quand même des émissions carbone. Je ne dis pas que le software doit être exclu. Nous, on l'utilise beaucoup. Notamment, on a des algorithmes d'intelligence qui optimisent toute la gestion de l'énergie à bord. Mais à la fin, on fait de la physique, on fait des matériaux et c'est comme ça qu'on va décarboner. Après, pour avoir aussi une note positive, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en 2018, je pitchais pourquoi il fallait décarboner l'aviation, ce qui paraît improbable aujourd'hui. Et le Covid a quand même changé les mentalités. Maintenant, c'est quand et comment. Et donc, on a un réveil quand même du secteur qui a une transition accélérée sur le sujet, qui est aussi une opportunité économique et de leadership, parce que la France est pionnière dans l'aviation. Et ce que je dis aussi, c'est que si on laisse la décarbonation aux Chinois, aux Américains, je ne suis pas sûr qu'elle se passe comme notre référentiel ou comme on le souhaiterait. Donc il faut qu'on le prenne à bras-le-corps. Et j'ai commencé en disant les difficultés qu'on avait avec les grands groupes, mais on a signé aussi un partenariat stratégique parce qu'on a décidé de mettre justement à disposition d'autres avions et à des avionneurs historiques notre technologie hybride. Et on a signé avec Daher, qui est un groupe familial qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, pour travailler sur l'hybridation avec eux, et on aura d'autres annonces. Donc il y a des belles histoires qui s'écrivent, parce que aussi cette transition accélérée, elle oblige les grands groupes et les startups à discuter, comme la startup ne fera pas tout elle-même, elle aura besoin de s'appuyer sur des PME, des ETI et des grands groupes, et je pense qu'aujourd'hui, cet enjeu de décarbonation est une opportunité formidable de créer des liens et d'adresser ce challenge ensemble. C'est formidable, vous avez ouvert plein de sujets qu'on pourrait explorer dans d'autres tables rondes, mais malheureusement notre temps dévolu arrive à son terme. Un grand merci à tous les trois pour votre éclairage. Merci.